Bonjour, bienvenue sur Lueur. Lorsque vous écrivez des mathématiques, elles deviennent plus intelligentes que vous. La personne qui écrit une formule mathématique devient alors l'étudiant de sa théorie. Lorsqu'Einstein a écrit la relativité générale, il n'avait aucune idée qu'elle prédirait les trous noirs. Et lorsqu'il l'a découvert, il n'a pas aimé cela et il n'y a pas cru. Mais la théorie a été plus intelligente que lui. C'est une citation de Donald Hoffman et je vous en resserre tout de suite une autre. La science est un processus sans fin et un moyen d'accéder à des théories de plus en plus profondes. Comme scientifiques, notre devoir n'est pas de croire en nos théories, notre devoir est de les étudier, de les comprendre et de les casser. C'est cela qui nous permettra d'aller à l'étape suivante. Ces deux citations sont de Donald Hoffman, un chercheur en psychologie cognitive américain, qui semble avoir une grande sagesse et qui nous propose de nouvelles théories sur la conscience. Le monde se sépare en deux camps distincts. Il y a le camp de ceux qui pensent qu'il existe un monde extérieur, indépendant et objectif, composé d'objets ayant une existence indépendante de notre interaction avec eux. Ce camp représente l'immense majorité des tenants de la pensée moderne occidentale. Comme on a déjà pu le voir, leur méthode de connaissance du monde et de l'univers leur a permis des avancées extraordinaires dans le domaine des sciences et des technologies, et semble par là même prouver la supériorité de cette approche si triomphante. Et c'est vrai, tout semble leur donner raison, car qui pourrait sérieusement leur objecter que l'univers n'avait pas d'existence physique avant l'apparition de l'homme, et même avant l'apparition de la vie? Les couches géologiques le prouvent. On voit des formations rocheuses sur Terre datant d'une période où la surface de la planète n'était habitée par personne, par aucune forme de vie. On sait l'âge des galaxies, d'objets célestes qui sont apparus bien avant que la vie n'apparaisse. Il est donc inenvisageable que la réalité du monde puisse être pensée un seul instant comme n'ayant pas d'objectivité propre, qu'elle dépendrait ou qu'elle serait le fruit de notre observation. Pourtant, il y a ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'objectivité en tant que telle, ou, de manière plus précise, que nous n'avons pas accès à cette objectivité. Pour Platon, il y avait le monde sensible et le monde intelligible. Une des illustrations les plus connues est l'allégorie de la caverne, dont le champ d'interprétation est vaste. Pour rappel, l'allégorie de la caverne se résume ainsi: des hommes depuis toujours enchaînés au fond d'une caverne n'ont comme espace visuel que le fond de cette même caverne qui leur fait face. Ils sont adossés à un mur et derrière ce mur, des marionnettistes font évoluer des personnages découpés, dont les ombres se projettent sur le fond de cette caverne. N'ayant pour expérience que celle des ombres projetées contre cette paroi, celle-ci constitue pour les hommes enchaînés au fond de cette caverne l'unique réalité. Mais si l'un des personnages enchaînés était libéré et conduit à l'extérieur de la grotte, il découvrirait alors le soleil et la profondeur du paysage réel. Le choc serait tellement insoutenable qu'il est probable qu'il ne le supporte pas. De manière similaire, nous pourrions imaginer que nous ne voyons qu'un reflet de la complexité du réel et que ce que nous prenons comme objectif n'est en fait que l'unique petit morceau de réalité auquel nous avons accès. Ainsi, pour Platon, le monde sensible n'est que la pâle et éphémère copie du monde intelligible, du monde des idées. En effet, l'idée d'un triangle, son archétype, est une idée qui ne souffre aucune dégradation temporelle, aucun défaut. Alors que dans le monde sensible, un triangle ne sera jamais parfait. Il sera sujet à la dégradation, soumis à l'évanescence de la matière sur laquelle il sera dessiné. On peut aussi donner l'exemple des nombres. Nous savons bien que les nombres sont une fiction,
Ils n'existent pas en tant qu'entité matérielle, ils sont une idée nous permettant d'appréhender le monde qui nous entoure. Pourtant, il ne viendrait à l'idée de personne de dire que les nombres n'ont pas d'importance car ils n'ont pas d'existence matérielle. Ils ne sont pourtant qu'une création mentale, une abstraction qui a cependant énormément d'influence sur la réalité matérielle. Essayez d'envoyer une fusée sur la Lune sans les nombres qui permettent de calculer trajectoire, force et contraintes, et vous verrez qu'ils sont même d'une plus grande importance que la fusée elle-même, qui resterait au sol sans leur aide. Alors ce n'est pas que les idéalistes refusent au monde matériel une existence, leur proposition est plutôt que cette existence matérielle est une vision limitée ou imparfaite d'une réalité qui nous dépasse. Et pour ça, on va parler de l'intrication quantique. L'intrication quantique est un phénomène qui a été mesuré plusieurs fois. Et s'il n'est remis en question par personne, son interprétation est toujours sujette à discussion. Une des expériences de pensée les plus connues, basée sur les inégalités de Bell, du nom du physicien John Stewart Bell, se présente ainsi. Imaginons une source unique qui émet des photons dans deux directions opposées. On dira alors que ces photons sont intriqués car ils proviennent de la même source de lumière. On imagine alors deux scientifiques placés dans des laboratoires différents, très éloignés l'un de l'autre. Le laboratoire d'Alice et celui de Bob. Les deux laboratoires pourraient même être éloignés de plusieurs milliers d'années-lumière que ça ne changerait rien à l'expérience. Le photon que Bob mesurera dans son laboratoire dépend directement de ce que Alice décide de mesurer de son côté. Toute mesure faite sur le photon d'Alice sera immédiatement et intimement corrélée au photon dans le laboratoire de Bob. Ces propriétés sont corrélées. Selon la physique quantique, l'état d'un système, dans ce cas un photon, est indéterminé et c'est l'acte de la mesure qui le détermine comme ayant un état particulier. Cela veut dire que les propriétés physiques du photon ne peuvent pas être considérées comme existantes avant que la mesure ne soit faite. Sinon, la mesure faite par Bob ne dépendrait pas de la mesure faite par Alice. De manière grossière, on pourrait illustrer cet exemple par l'exemple de dés taillés dans le même bois qui donnent toujours le même nombre en même temps, quelle que soit la distance qui les sépare. Il suffirait pour cela que quelqu'un observe l'un des deux dés seulement pour déterminer la position de l'autre. Avant observation, les deux dés seraient dans un état de superposition quantique offrant toutes les combinaisons possibles à la fois. L'observation d'un seul les figerait tous deux sur un même nombre. Le théorème des inégalités de Bell nous oblige à renoncer à l'idée de localité selon laquelle les particules ont une position déterminée dans l'espace, ou à renoncer à l'idée de causalité selon laquelle les particules sont dépendantes des actions exercées sur elles dans le passé, ou à l'idée de réalisme selon laquelle les particules possèdent des propriétés internes. L'état des particules ne dépendrait que de notre observation. Cette expérience n'est pas uniquement une expérience de pensée, elle a été vérifiée en laboratoire pour la première fois en 1972 par John Clauser et Stuart Friedman, et de manière encore plus rigoureuse par Alain Aspect en 1982. D'autres vérifications ont été faites depuis. Bien entendu, on peut imaginer que cette corrélation est due à une variable cachée, à quelque chose que l'on ne comprendrait pas encore, et que la bonne réponse soit communiquée d'une certaine manière à l'autre photon, ou que notre manière de réaliser l'expérience induise un biais qui nous échappe. C'est pourquoi, et afin d'enlever tout doute sur cette expérience, une équipe internationale dirigée par Dominique Rauch de l'Université de Vienne a réalisé une expérience à l'échelle cosmologique. Cette équipe s'est rendue à l'observatoire de haute altitude des îles Canaries à Tenerife, perché sur une montagne surgissant de l'océan Atlantique et s'élevant à 2390 mètres d'altitude. Ce poste offre un promontoire idéal pour l'observation du ciel et des étoiles dans une région peu habitée.
Les bancs optiques normalement utilisés pour ce type d'expérience ont été, dans ce cas, remplacés par les infrastructures construites au sommet de la montagne. Ces infrastructures qui sont des télescopes et les bâtiments qui sont dédiés à la recherche astronomique. Cette fois, la source de photons intriqués est placée dans un des bâtiments de l'observatoire qui se trouve à quelques centaines de mètres de 2 détecteurs. Ces 2 détecteurs sont placés dans 2 autres bâtiments qui abritent des télescopes. La source de photons intriqués envoie simultanément un photon vers chacun des 2 autres bâtiments. Au même instant, les télescopes enregistrent les signaux lumineux qui viennent de quasars, des galaxies extrêmement lumineuses distantes pour l'une de 8 milliards d'années-lumière et pour l'autre de 12 milliards d'années-lumière. Les variations de lumière venant des quasars détermineront les filtres utilisés pour la mesure des photons intriqués, ce qui élimine toute influence involontaire dans la manipulation des instruments d'expérimentation. C'est plus l'humain qui détermine, ce sont les quasars. On ne saurait accuser une lumière ayant quitté une galaxie des milliards d'années auparavant, avant même l'apparition de la vie sur Terre, d'un biais expérimental quelconque. Là encore, l'expérience semble prouver que c'est la mesure qui détermine l'état des photons. Et je vous invite à voir le documentaire qui décrit cette expérience. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Ça a fait dire à Adrienne Cho du très réputé magazine Science, à propos d'une expérience similaire réalisée elle aussi à l'échelle cosmique: une expérience quantique dans l'espace confirme que la réalité est ce que l'on en fait. Fin de citation. La réalité est peut-être ce qu'on en fait, mais cette expérience semble aussi poser la question de notre perception de la réalité. Serait-il possible que l'espace-temps soit une construction de notre esprit plutôt qu'une réalité fondamentale irréfutable? Des chercheurs de renom, considérés comme les meilleurs esprits de leur temps, remettent pourtant en cause l'existence même de la notion d'espace-temps. De nombreux physiciens et mathématiciens proposent l'abandon de ce concept et de l'expérience que nous avons de la 3e dimension. Nima Arkani-Hamed est certainement le plus connu d'entre eux. Professeur de physique à Harvard, il a fait plusieurs conférences publiques sur la fin de la notion d'espace-temps. À nouveau, vous trouverez des liens sous la vidéo. Qu'est-ce qui nous permet de dire que nous voyons la réalité telle qu'elle se présente à nous? Donald Hoffman, pour lequel j'ai cité 2 citations au début de vidéo, chercheur en psychologie cognitive et professeur à l'Université de Californie, pense que l'évolution s'est arrangée pour nous cacher la réalité. Il n'y aurait aucun avantage évolutif à voir les choses telles qu'elles sont. Nous vivons constamment sous l'emprise d'illusions plus ou moins bien ancrées dans nos modes de perception. Nous sommes régulièrement trompés par nos sens. Les illusions d'optique en sont des exemples fort instructifs. Une des plus connues et des plus révélatrices et qu'on a déjà vue dans la vidéo d'il y a 15 jours, c'est celle de l'échiquier d'Adelson et je vous invite à revoir la vidéo précédente. Cette expérience de l'échiquier d'Adelson nous montre que nous ne voyons pas la réalité, nous l'interprétons car nous assumons le fait qu'un échiquier normal est composé de cases alternativement claires et foncées. Il n'y a aucune raison valable pour que l'agencement de cet échiquier échappe à la règle générale de l'agencement de l'immense majorité des échiquiers de la planète. Notre cerveau nous indique donc la réponse la plus logique qu'il puisse construire face à l'interprétation de cette image. Interprétation logique, mais fausse. Notre cerveau a été trompé. Nous n'avons pas vu la réalité telle qu'elle était. Les expériences de ce type sont légion et tentent à démontrer que l'évolution a préféré nous donner des réponses rapides et facilement interprétables plutôt que des réponses exactes qui demanderaient plus de temps et d'énergie à être élaborées.
La nature aime à se jouer de la perception des uns et des autres. Elle est à certains égards construite sur une stratégie de supercherie millénaire qui assure pourtant son développement et son évolution dans la plupart des cas. Nous avons vu comment les plantes ont développé des sens affûtés qui leur permettent de prospérer, mais elles développent aussi des stratégies qui leur permettent de se reproduire. Certaines orchidées imitent avec leurs pétales la forme et l'odeur des abeilles de manière à attirer les mâles pour une copulation qui n'aura aucun bénéfice du côté de l'abeille, mais permettra la reproduction de l'orchidée en faisant transporter le pollen dont elle aura couvert la butineuse en voulant s'accoupler. La Rafflesia armoldii ainsi que la Stapelia gigantea attirent quant à elles les mouches en émettant une odeur de charogne. L'inoffensif serpent faux corail revêt l'apparence du vrai serpent corail qui, lui, est hautement venimeux, mais pour se protéger des prédateurs. Nous voyons qu'il est dans l'avantage évolutif de toutes ces espèces de ne pas voir ou de ne pas refléter la réalité. Les animaux sont trompés et se trompent mutuellement depuis des millions d'années pour le plus grand bien de la nature. Qu'est-ce qui nous permet de croire que nous, humains, percevons la réalité mieux que les autres animaux? Ce qui nous paraît l'évidence même quand il s'agit d'une orchidée ou d'une abeille pourrait totalement nous échapper quand il s'agit de notre réalité ou de ce que nous considérons comme tel. Il y a un exemple à ce propos, c'est la thérapie miroir du docteur Ramachandran, qui est un exemple très parlant d'une illusion d'optique tellement efficace qu'elle est utilisée en médecine orthopédique dans le cadre des rééducations post-amputation ou post-AVC. J'ai pu voir cette expérience réalisée devant mes yeux avec un patient amputé des doigts de sa main gauche. Ce patient ressentait des tensions dans son membre fantôme. Le membre fantôme désigne le membre perdu après amputation, mais qui peut dans certains cas continuer à envoyer des sensations de douleur au cerveau alors même qu'il n'est plus là. Dans ce cas, les connexions nerveuses qui menaient à ses doigts, pourtant amputés, continuaient à envoyer des signaux de douleur comme si les doigts avaient encore été présents. De manière à pouvoir pratiquer des exercices de mobilité et même des massages sur les doigts fantômes du patient, on lui demande de placer ses bras sur une table, on dispose ensuite un miroir entre ses bras de manière à refléter vers les yeux du patient l'image de la main valide à l'emplacement de la main accidentée du patient. Le cerveau reconstruit l'illusion d'un membre complet et les thérapeutes peuvent faire réaliser des exercices par la main valide de la personne amputée. Ces exercices vont être interprétés comme étant réalisés par la main accidentée. Les résultats ne se font généralement pas attendre et 3 séances d'1 heure peuvent suffire à effacer les douleurs résiduelles ressenties. Tout ceci grâce à un travail dépendant entièrement d'une illusion d'optique. Pour Donald Hoffman, ce que la nature a mis à notre disposition est une interface d'utilisation. Les objets, les animaux, l'environnement dans lequel nous évoluons sont une représentation commode de la réalité, mais ne sont pas la réalité. Ils ne sont qu'une image de la réalité. Bien sûr, la tentation est grande de répondre comme Samuel Johnson que la pierre que je frappe de mon pied n'a rien d'une image et que si la pierre est assez lourde, je me casserai peut-être le pied en la frappant. Aussi étrange que cela puisse paraître, même une image entre guillemets ou une représentation de la réalité ne peut être impunément traitée comme s'il ne s'agissait de rien, comme si elle n'avait aucun lien avec la réalité. Donald Hoffman donne l'exemple de l'interface de notre ordinateur. L'écran de notre ordinateur est l'interface qui nous permet de communiquer avec les microprocesseurs qui traitent l'information à l'intérieur de ces circuits. Nous savons tous fort bien que la petite icône bleue représentant un dossier dans un coin de notre écran ne contient pas en tant que tel le projet sur lequel nous travaillons depuis 4 ans. Nous savons que c'est un moyen commode de nous indiquer de manière visuelle comment accéder aux informations qui sont stockées dans les microprocesseurs de notre machine. Si l'ordinateur nous montrait, au lieu d'un dossier bleu,
la réalité dans sa complexité crue, nous aurions, pour ouvrir notre dossier, besoin de passer au travers de lignes de code beaucoup moins digestes. Lignes de code qui sont elles-mêmes des représentations d'une réalité encore bien plus complexe. La vertigineuse suite d'informations binaires, cortège de 0 et de 1 dont les lignes de code sont les clés permettant leur accessibilité. L'icône bleue n'est pas la réalité, elle est un moyen d'accéder à un contenu. Autrement dit, la réalité électronique de mon ordinateur est infiniment trop complexe pour que j'imagine même pouvoir me passer d'une interface pour accéder à l'information qui m'intéresse. Pourtant, il ne me viendrait jamais à l'idée de jeter à la corbeille de mon ordinateur, virtuel elle aussi, le contenu de 4 années de travail représenté par un petit dossier bleu. Mon geste, même dirigé contre une image, est lourd de conséquences dans la réalité. De la même manière, l'univers habité de particules élémentaires intriquées qui se comportent en parfaite corrélation alors qu'elles se trouvent à des distances qui rendent toute communication directe improbable, révèle peut-être notre manière erronée d'appréhender une réalité qui nous dépasse. Ce que nous prenons pour 2 particules distinctes et corrélées ne sont peut-être au final que la seule et même particule vue sous un angle différent. Notre interface construit une 3e dimension nécessaire à notre évolution et notre compréhension, mais inexistante dans le monde réel, qui lui serait sans étendue, sans dimension. Pour essayer de comprendre, imaginons un aquarium que nous filmons avec 2 caméras placées de part et d'autre d'un bassin. Quand l'un des poissons nage vers la droite pour la caméra A, le même poisson nagera vers la gauche pour la caméra B qui se trouve en vis-à-vis de la première caméra. Imaginons maintenant une mise en scène dans laquelle 2 écrans haute définition sont placés dans une chambre de manière à faire croire qu'il s'agit de vrais aquariums. Sur l'écran A, on fait passer le film de la caméra A et sur l'écran B, le film de la caméra B. Puis nous faisons entrer dans cette pièce des personnes n'ayant jamais vu un écran de télévision de leur vie et n'ayant pas connaissance que les caméras vidéo existent. On demande à ces personnes de bien observer le comportement des poissons dans les 2 aquariums et de relever tout comportement étonnant chez eux. Si les visiteurs ne voient pas le subterfuge, ils auront tout fait de constater que chaque fois que tel poisson fait un virage dans l'aquarium A, un poisson semblable, dans l'aquarium B, fait également un virage, mais dans le sens opposé. Ils vont peut-être penser que les 2 poissons ont trouvé un moyen de communiquer et qu'ils effectuent en symbiose des mouvements semblables. Nos visiteurs imaginaires n'ont simplement pas toutes les données à disposition pour comprendre qu'il s'agit du même poisson vu sous un angle différent. Comme le dit le philosophe Bernardo Kastrup, les sciences et technologies que l'humanité a développées semblent démontrer que le matérialisme scientifique a permis de comprendre les secrets de la nature. Mais il serait plus juste de dire que le matérialisme a été un excellent outil pour utiliser les ressources de la nature. Il n'est nul besoin de comprendre les réalités fondamentales de la nature pour pouvoir en être des utilisateurs habiles et avertis. Pour les premiers hommes ayant découvert le feu, il n'a pas été nécessaire de comprendre les fondamentaux des principes de combustion pour en faire un usage efficace. De la même manière, continue Bernardo Kastrup dans son livre Why Materialism is Baloney, qui existe d'ailleurs en français et il y a un lien sous cette vidéo. Un enfant de 5 ans peut devenir champion du monde d'un jeu vidéo en ligne et en saisir parfaitement les règles, les pièges et les astuces sans avoir la moindre idée de la réalité qui compose le jeu en arrière-plan. Cet enfant n'aura aucune idée concernant le fonctionnement du jeu au niveau électronique, le nombre de processeurs qui le composent ou la mémoire vive nécessaire à son bon fonctionnement. Il maîtrise les règles du jeu, mais serait bien incapable de comprendre les processus électroniques qui permettent au jeu d'exister. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'ici
et je vous retrouve pour une prochaine vidéo dans 15 jours. Ciao!